Merci, Monsieur le Président. Alors, merci de souligner ma disponibilité, même si on a rêvé d'organiser une visite sur le terrain et on n'a pas réussi à trouver le moment, tant le portefeuille que je gère est large, et tant les sollicitations pour préparer la conférence des Nations Unies sur les océans étaient importantes aussi, qui, vous avez raison de le dire, a été un grand succès diplomatique pour la France. Je le dis parce qu'on est dans un moment où on entend beaucoup de choses désagréables lorsqu'on ouvre la radio ou la télévision, qu'on a l'impression que la géopolitique ne vit pas ses meilleures heures, et je crois qu'on peut dire que la géopolitique ne vit pas ses meilleures heures, qu'il y a quelques zones de tension, pour dire le moins, dans le monde. On a l'impression que le multilatéralisme est mort et on a l'impression que l'écologie est vraiment un sujet secondaire. Cette conférence sur les Nations Unies pour les océans a montré le contraire, et c'est la France qui était à la manœuvre, et je veux quand même le souligner. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus et salariés de la pêche associative, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de prendre la parole à l'occasion de votre Assemblée générale. Je vous remercie évidemment pour votre invitation, et je veux effectivement rebondir sur vos propos, Monsieur le Président. Nous vivons effectivement une période particulièrement sombre pour la nature. J'aime pas trop les mots valises, transition écologique, biodiversité, etc. On parle de la nature, on parle de l'endroit dans lequel on vit, on parle de ce qui nous a permis à nous, espèces humaines, de nous développer, de progresser, de nous répandre sur toute la surface de la planète et de pouvoir vivre grâce aux ressources de la nature. Les reculs outre-Atlantique se succèdent, ils ont ouvert la voie à des postures politiques totalement décomplexées dans notre pays, qui nous mettent collectivement en risque, vous avez raison de le dire, et au fond, la manière de résumer ça, c'est « après nous le déluge ». Alors c'est vrai au propre comme au figuré. Et c'est vrai que quand vous êtes président de la République de la plus grande puissance mondiale et que vous avez 80 ans, ce qui se passera dans 20 ans a finalement assez peu d'importance. Non, mais c'est matériel. Moi qui ai 50 ans, ce qui se passera, ou 51 pour être précise, ce qui se passera dans 20 ans a un peu d'importance. Les enfants qui naissent aujourd'hui, auront 75 ans en 2100, et eux vivront, semble-t-il, c'est le scénario central des scientifiques, une France à plus 4 degrés. Et comme nous vivons, nous, une France à plus 1,7 degrés, on constate que ce n'est pas si confortable que ça. Et au fond, ce qui est en jeu, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est effectivement le dérèglement climatique, c'est les pollutions, et vous les avez mentionnées, parce que les pollutions, c'est quand même de notre fait, assez directement, le dérèglement climatique aussi, hein, quoi qu'en disent certains, qui explique l'effondrement de la biodiversité et de la nature. Et vous en êtes les premiers témoins et les premières victimes. Parce que vous le voyez bien, surtout ceux qui pêchent depuis longtemps. Entre ce qui se passait au début des années 90 et aujourd'hui, il y a quand même une transformation massive. Et le début des années 90, ce n'était pas le Moyen-Âge. Ce n'était pas l'inconfort. Ce n'était pas le retour aux années de pierre. C'était finalement un pays qui vivait bien et malgré tout, ce n'est pas tout à fait le même état de la biodiversité. Et donc, clairement, ce qui nous est demandé, c'est de sortir de notre zone de confort. Alors, quand vous êtes ministre, comme moi, de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous ne ferez jamais suffisamment bien. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Quoi qu'il arrive et quelles que soient les décisions. Et finalement, ça me donne une forme de confort, puisque de toute façon, je me ferai engueuler, pardonnez-moi de l'expression un peu triviale, et donc j'essaye de le faire en conscience et en sincérité, avec plusieurs boussoles. La première boussole, c'est la science. Et il faut accepter que la science ne sache pas tout. Et il faut accepter que la science bouge avec le temps. C'est-à-dire qu'on tâtonne aussi dans notre appréciation du régime de l'eau, du dérèglement climatique. Alors, il y a des choses dont on sait qu'elles sont très balistiques. L'augmentation, en tout cas le dérèglement climatique et les 1,5 degré, etc. Vous regardez 20 ans en arrière, les scientifiques étaient tout à fait dans la cible.
Il y a des choses qui sont plus difficiles. On s'aperçoit que la question de la régulation du grand cycle de l'eau est en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on l'imaginait et que des décisions prises à des milliers de kilomètres de chez nous ont des impacts sur nous. Et ça, c'est effectivement vertigineux. De même qu'il y a une accélération de certains processus qui ne nous arrangent pas du tout. Je pense notamment au réchauffement en montagne et à leur impact sur la nature de nos glaciers, sur le régime des neiges, parce qu'évidemment, cela a des conséquences absolument immédiates sur ce qui se passe sur notre territoire, et ça, c'est ici et maintenant. Alors, vous avez mentionné un certain nombre de textes regrettables qui ont pu être votés à l'Assemblée nationale. Plutôt à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. Plutôt à l'Assemblée nationale. Ça vient du Sénat, quand même. Oui, ça vient du Sénat, mais je veux dire, là, il y a des formes d'aggravation, vous voyez, dans les amendements qui peuvent être votés. Alors, je veux quand même redire une chose très simple, très pragmatique, là aussi, parce que c'est assez technique. Vous avez des textes qui sont quand même amendés et corrigés. Vous avez des textes qui sont aussi invalidés par le Conseil constitutionnel. Le plus souvent, d'ailleurs, pas parce que le Conseil constitutionnel juge que la mesure est inconstitutionnelle, mais parce qu'elle juge qu'elle n'a rien à voir avec la choucroute. Parce qu'il y a une règle du jeu lorsqu'on fait du droit. Je regarde mes camarades parlementaires qui sont là. C'est que quand vous faites un projet de loi sur, par exemple, la simplification de la vie économique, a priori, vous ne devez pas y fourrer des choses qui n'ont rien à voir avec la simplification de la vie économique. D'abord parce que ce n'est pas correct pour les acteurs économiques qui attendent des projets et des simplifications importantes pour eux, et ensuite parce qu'on mélange tout. Et donc, souvent, le Conseil constitutionnel fait le sale boulot de passer la serpillière pour invalider un certain nombre de dispositions. C'est ce qui est arrivé sur certains textes, dont celui que vous mentionnez, le projet de loi d'orientation agricole, qui fait que certaines mesures que vous mentionnez n'y figurent plus, mais pour des raisons qui sont finalement de process final. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on va finir par croire que le Conseil constitutionnel fait une justice politique alors qu'ils font jamais que leur boulot d'appliquer le droit tel qu'on se l'est nous-mêmes donné. Et rien n'empêche, évidemment, nous-mêmes de changer ce droit. Sur la proposition de loi du sénateur Duplon, je veux le dire, il y a eu quand même un gros travail de réécriture de cette proposition de loi. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Vous connaissez ma position sur la réintroduction, notamment du dernier néonicotinoïde. Je le dis aussi, la France avait un peu précédé l'Union européenne en interdisant en 2015 5 néonicotinoïdes et assimilés. Aujourd'hui, la Commission européenne en a interdit 3. On interdit un 4e en dehors des serres. Donc, a réduit drastiquement le 4e, et il n'y en a plus qu'un qui est autorisé. Et contrairement à ce qu'on affirme, la Commission européenne ne dit pas qu'il n'est pas dangereux, elle dit qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments pour lui permettre d'aller jusqu'au bout d'une décision d'interdiction. Non, mais je veux dire, c'est très factuel. Donc, vous voyez bien que le risque, il est là, c'est-à-dire qu'on réautorise quelque chose qui finalement sera interdit, et ce n'est pas du tout la même chose de réautoriser quelque chose que d'interdire ou de procrastiner ou de retarder l'interdiction. Je pense que c'est important. Et ensuite, c'est vrai que le texte, je dois le reconnaître, a fermé l'utilisation de cette molécule à des cas très précis. Mais du coup, est-ce vraiment la réponse pour les agriculteurs ? J'ouvre la question. Enfin, tout ça pour dire que ce sont des sujets complexes et ce sont des sujets sur lesquels il faut plutôt privilégier la concertation et le travail de fond sur la base de ce que nous dit la science que la caricature et le vote à l'emporte-pièce de certains amendements qui sont confusants et potentiellement dangereux pour la nature. Voilà ce que je voudrais partager. Alors, on va parler du sujet, évidemment, de l'eau. Le sujet de l'eau, il est très important, en particulier dans une vague de chaleur et dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est, on va dire, une situation contrastée sur le niveau des nappes phréatiques. Une partie du territoire démarre l'été pas trop mal, une autre partie démarre l'été avec déjà un gros stress hydrique, et nous allons devoir suivre cela de très très près. Et vous le savez, le gouvernement et les gouvernements successifs se sont mobilisés au travers de différents dispositifs. Le premier dispositif, le plan eau, il est absolument essentiel.
il reste toujours d'actualité, nous allons continuer à le déployer. Oui, il faut économiser l'eau dans tous nos usages, il faut protéger absolument les milieux aquatiques, ce sont des écosystèmes fragiles qui rendent énormément de services, nous le savons, et ce plan eau, il doit continuer à dérouler, y compris sur des sujets un peu compliqués comme la redevance de pollution pour pollution diffuse, et nous allons y travailler. Je vous l'indique, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné. Et oui, il va falloir se battre pour que les financements du plan eau soient toujours là, quand bien même nous sommes dans un moment de restriction budgétaire. Ce financement du plan eau, il est financé par les acteurs sur le terrain, donc il n'est pas illégitime que les moyens demeurent. Deuxième élément, c'est la feuille de route sur la qualité des captages d'eau. Cette feuille de route sur la qualité des captages d'eau, elle vise à regarder nos pollutions. Et elles sont importantes et on ne les connaît pas toutes. Une anecdote, qui n'en est pas une. Nous avons, c'était mon prédécesseur Christophe Béchu qui avait lancé ça, un plan PFAS, où de manière très pragmatique, là aussi, il était allé mesurer toutes les sorties des effluents de sites industriels ou assimilés. 2900 sites testés. Eh bien, nous nous sommes aperçus que nous étions passés à côté du site qui polluait le plus en France. C'est quand même embêtant. Et que ce site, modulo un investissement de 2 millions d'euros, a pu baisser de 65% sa pollution et devrait la baisser de 80%. C'est-à-dire, alors que lui-même représentait à lui seul plus de 20% de la pollution française en matière de PFAS. Voilà le genre de situation sur lequel nous devons vraiment progresser. Et il faut admettre que nous ne connaissons pas tous les polluants et que nous n'avons pas une notion très précise de comment ils sont présents aujourd'hui dans nos milieux, parce que nous avons fait énormément de progrès sur plein de sujets, y compris sur la chimie, et que nous n'avons donc pas toujours la mesure de ce que ces progrès ont comme revers de la médaille. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter de manière continue et constater que nous étions passés à côté d'un certain nombre de pollutions et que nous devons agir drastiquement pour réduire ces pollutions. Et vous en voyez les effets. Par construction, une molécule qui résiste à la température, enfin à la chaleur, au feu, qui est waterproof, etc., est une molécule puissante. Elle a donc un impact puissant sur la nature. C'est comme les pesticides, si c'est puissant sur un organisme vivant, quand même c'est un ravageur, c'est donc puissant de manière générique sur la vie, et après de manière différenciée, bien sûr, mais on ne peut pas imaginer que quelque chose de puissant serait juste ciblé sur une espèce. Mais alors juste celle-là, celle qui nous embête et qu'elle ne touche pas les autres. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un gros travail à faire. Et encore une fois, dans la concertation, basée sur la science et en étant pragmatique, le mieux étant toujours l'ennemi du bien. Troisième levier, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan national d'adaptation au changement climatique, il avait été initié là encore par mon prédécesseur Christophe Béchu, à qui je veux vraiment rendre hommage, et je l'ai présenté en fin de concertation en mars dernier. Ça doit être, je pense, notre Bible pour nous préparer à plus 4 degrés en 2100. Pas parce qu'on ne va pas continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on va continuer à le faire, mais parce que tout simplement, même si nous sommes neutres en émissions de gaz à effet de serre en 2050, nous sommes à plus 4 degrés. Pas de chance, nous sommes dans une géographie qui se réchauffe plus vite que la planète. C'est une question de latitude et de longitude. Ce n'est pas notre talent propre. C'est le charme d'être dans un monde où nous sommes tous reliés et interdépendants. Donc, nous allons nous adapter. Et dans l'adaptation, il y a tous les enjeux également de l'eau. Et je vous invite à vous y plonger parce que je pense qu'il est particulièrement important. Et en lien avec ça, nous avons lancé des conférences « L'eau dans nos territoires ». C'était une demande du Premier ministre Barnier. Elle a été reprise à son compte par le Premier ministre Bayrou. Et mon objectif, ce n'est pas de faire le énième Varenne de l'eau, mais c'est de déployer à l'échelle de chaque bassin et sous-bassin des conférences au sein desquelles toutes les parties prenantes sont représentées. Donc c'est un appel évidemment aux fédérations de pêcheurs de loisirs que vous êtes pour vous impliquer dans ces discussions
soit par des contributions écrites, soit encore mieux par une participation, parce qu'on a besoin d'avoir tout le monde autour de la table et parce qu'on a besoin de l'avoir au niveau des territoires et qu'on a besoin de faire comprendre au grand public ce qui est en jeu. Je pense que vous le constatez sur le territoire, tout le monde n'a pas la notion de ce qui est en jeu et on sera beaucoup plus intelligent collectivement si tout le monde commence à rentrer dans ces problématiques de transformation du petit cycle et du grand cycle de l'eau sur nos territoires et de ses conséquences sur les espèces qui y vivent, sur la qualité de nos cours d'eau et sur leur bon état écologique, sur la qualité aussi de nos sols, parce que c'est intrinsèquement lié, sur les risques sur notre eau potable, puisque là aussi c'est intrinsèquement lié. Ce sont tous ces effets que nous voulons regarder. Et derrière cela, il y avait l'idée peut-être de se reposer la question de la loi sur l'eau qui fête son 60e qui a fêté son 60e anniversaire, une grande loi précurseur que nous envient beaucoup de pays qui viennent regarder comment fonctionnent nos agences de bassin et notre système de concertation, mais qui probablement, peut-être face aux enjeux du dérèglement climatique, est plus suffisamment adapté. Dans le contexte présent, il n'est pas forcément nécessaire de faire des lois. Mais c'est pas mal de se préparer à comprendre ce dont on a besoin comme élément juridique, que ce soit du niveau légal, réglementaire ou tout simplement de gouvernance collective. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que je prône, c'est un partage de l'eau, parce qu'on va devoir partager ce qui va devenir rare. Une réduction drastique de tout ce qui peut être économisé, et c'est pour ça que nous mettons particulièrement la pression sur les professions qui maîtrisent complètement leur processus. Quand vous êtes un industriel, et moi je viens de l'industrie, vous êtes dans une boîte fermée, vous êtes totalement indépendant des conditions climatiques. Donc vous pouvez agir, vous pouvez réfléchir, vous avez vos ingénieurs, votre bureau d'études, et vous pouvez vous dire comment j'ai un processus qui consomme moins d'eau. C'est plus difficile dans certains secteurs, l'industrie agroalimentaire évidemment, puisqu'il y a une notion de qualité de l'eau utilisée, on peut penser aux laiteries, pas facile de faire tourner une laiterie sans eau, mais de manière globale, vous n'êtes pas dépendant de la météo. Lorsque vous êtes agriculteur, vous commencez la partie, les cartes changent chaque année. Chaque année, on vous redistribue un nouveau lot de cartes et vous devez faire avec. Et par ailleurs, vous savez que de manière évolutive, ça va plutôt aller dans le moins bien que dans la stabilité. Plus d'eau l'hiver, moins d'eau l'été, voire moins d'eau tout court. C'est en gros les deux profils que nous avons aujourd'hui. Une dérégulation, un cafouillage, pour le dire très simplement, ou, comme dans les Pyrénées orientales aujourd'hui, des situations qui, pendant 2 ans, nous ont mis dans un état de climat semi-désertique, c'est-à-dire moins de 250 mm de précipitations annuelles. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ça veut dire qu'il va falloir changer d'agriculture, mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on va arrêter l'irrigation parce que pas d'eau, pas d'agriculture. Et qu'il y a aussi un sujet de souveraineté alimentaire. Donc nous sommes sur des sujets complexes et il faut accepter d'être sur des sujets complexes. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'eau, mais vraiment vous dire que vous avez un rôle très important de témoin, de vigie et probablement aussi de tiers de confiance sur cette question de l'eau. Parce que probablement moins engagé en termes viscéral que d'autres acteurs du territoire qui peuvent parfois vouloir préserver le maintenant, le présent, au risque de dégrader l'avenir. Donc on compte vraiment sur vous. Dans un contexte d'érosion de la biodiversité, il nous faut aussi réduire les perturbations des équilibres écologiques. Vous avez vu qu'on a porté cela au niveau de la conférence des Nations Unies sur les océans, sur des espèces qui étaient en menace de disparition, donc évidemment dans la mer, mais également en lien avec nos cours d'eau, et sur la question des pollutions. C'est ensemble que nous devons aborder ces difficultés et le faire en pensant à nos successeurs en responsabilité. Alors évidemment, vous me voyez venir, je pense aux amphihalins comme le saumon et l'anguille. L'état de conservation du saumon s'est dégradé et l'anguille d'Europe est classée en danger critique d'extinction. C'est vraiment mon caillou dans la chaussure, l'anguille, que ce soit d'ailleurs à tous les stades
de son développement de la civelle au stade adulte. On sait que c'est la résultante de toute une série de pressions. Ça ne sert à rien d'aller chercher des coupables. Les coupables, ils sont multifactoriels, à commencer par nous, que ce soit les pollutions. Alors les pollutions, c'est tout le monde, c'est la station d'assainissement qui ne fonctionne pas bien ou qui n'est pas bien créée, c'est les pollutions médicamenteuses, les pollutions industrielles, les pollutions agricoles, les pollutions chimiques, tout ce que vous voulez. Nous avons une responsabilité majeure sur les pollutions. C'est les obstacles dans les cours d'eau, l'absence de continuité écologique. C'est le dérèglement climatique qui a quand même un impact avec des réchauffements et des espèces qui sont en train de se déplacer parce que, au fond, leur habitat ne correspond plus à leur... Ils sont en train de se dégrader par rapport à leurs besoins. C'est évidemment la pêche. Tous ces éléments contribuent, empilés, à faire des pressions sur ces espèces. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est notre capacité à préserver ces espèces. On a réussi à le faire sur certaines espèces. Mais vous connaissez l'histoire, le thon rouge en Méditerranée, il y a 15 ans, il était menacé de manière critique. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu une politique drastique pour redresser les choses, peut-être aussi parce que le dérèglement climatique nous a rendu service et a déplacé quelques contingents, peu importe, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à rééquilibrer l'espèce et que les pêcheurs et les ONG s'y retrouvent. Et donc la ministre de l'écologie et de la pêche s'y retrouve. Et donc c'est vers ça qu'il va falloir essayer de tendre, en étant conscient qu'on ne va pas forcément gagner la partie, parce qu'il y a des éléments, comme je l'indiquais, le dérèglement climatique, ça, comment il joue sur les différentes espèces en présence, on n'a pas toutes les clés. Et on le voit bien, puisqu'on a pris des mesures drastiques de pêche. Je rappelle que sur l'anguille, l'effort de pêche, moins 44% pour les entreprises, moins 60% d'entreprises, moins 60% de licences civelles, moins 35% de capture. L'impact de ça, c'est nada. Rien du tout. On ne le voit pas on ne voit pas d'amélioration de l'espèce. Donc, voilà l'équation dans laquelle nous sommes. Alors, je vais vous dire une chose très claire. Tout le monde doit prendre sa part. Tout le monde doit prendre sa part, ça c'est certain. Les pêcheurs de loisirs, évidemment, que ce soit le maritime, alors certains l'ont d'ailleurs fait de manière très directe, puisque c'est interdit, que ce soit maritime ou que ce soit fluvial, les pêcheurs professionnels et les pollutions et la continuité écologique. Et ce sont sur tous ces leviers-là que nous devons agir. Et comme vous le savez, il y a des leviers où on agit plus vite que d'autres. Prendre une décision de moratoire, c'est plus rapide à faire que faire des passes à poissons ou restaurer la continuité écologique de cours d'eau. Donc, c'est aussi dans ces temps différents que nous sommes. Alors moi, je prends la balle au bond sur cela, c'est-à-dire que, bien sûr, on a évoqué un moratoire sur la pêche de loisirs de l'anguille en eau douce, sur la façade atlantique, en plus de son interdiction en mer depuis 2023 sur la façade Méditerranée. Je travaille aussi avec les pêcheurs professionnels sur un plan de sortie de flotte d'ici 2026, associé à une baisse des licences et des quotas, sinon ça ne sert à rien, évidemment. Ces mesures ne suffisent pas. Il nous faut nous appuyer sur l'ensemble du plan national en faveur des migrateurs amphihalins de 2022 qui avait été élaboré par l'Office français de la biodiversité, sur lequel d'ailleurs nous avons un avis du Conseil national de protection de la nature qui a été rendu le 20 mai dernier et qui va dans le bon sens. Et effectivement, en phase avec vous, Monsieur le Président, mon enjeu, c'est d'en faire un plan national d'action pour faciliter la mise en œuvre des 35 mesures qu'il prévoit. Et je pense que dans cet esprit-là, la science, la concertation, l'effort collectif et le pragmatisme, on peut trouver d'ici la fin de l'année un plan qui tienne la route et qui nous permette d'agir avec des mesures rapides et des mesures dont on accepte qu'elles prennent un peu plus de temps, parce que restaurer la continuité écologique de nos cours d'eau, ça ne se fait pas en claquant des doigts, a fortiori dans un contexte de financement budgétaire plus restreint. Au sujet de la perturbation des équilibres écologiques, il y a aussi la gestion des prédateurs. Alors là, j'en ai deux, les cormorans et les silures.
Pour le Grand Cormoran, nous avons mené un travail de réflexion depuis 2023. Vous avez mentionné les travaux du secrétaire d'État Hervé Berville. J'ai pris la suite et nous avons essayé de trouver un point d'équilibre avec l'arrêté ministériel du 24 février dernier. Parfaite illustration de quoi que je fasse. J'ai d'un côté les gens qui trouvent que c'est trop et de l'autre côté les gens qui trouvent que c'est pas assez. Mais vu le bruit que ça faisait un bruit à peu près équilibré entre les deux camps. Donc je me dis qu'on ne devait pas être très loin du barycentre ou du bon positionnement. Je le dis avec un peu d'humour parce qu'il faut bien qu'on prenne du recul. Cela fixe des nouvelles conditions de dérogation aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction des grands cormorans. Ça permet de nouveau que des destructions soient menées sur des cours d'eau et que les plans d'eau fixés par les préfets quand des impacts significatifs sont constatés sur les poissons. S'agissant du déclassement, je signale que la manière dont on a opéré sur le loup fait qu'il est assez peu probable qu'il y ait de nouveaux déclassements d'espèces protégées. C'est-à-dire que le texte a fait une exception sur le loup dans la négociation européenne et ensuite dans sa réflexion, dans ce que nous avons porté dans les instances internationales, comme étant une espèce que nous passions de super protégée à protégée, mais plutôt dans l'idée, et ça c'est un collectif de 27 États qui est arrivé à ce point d'équilibre, que ce n'est pas pour réouvrir sur d'autres espèces. Il y avait un débat. Est-ce qu'on corrige parce que, en fait, la nature étant ce qu'elle est, il y a des espèces qui améliorent et des espèces qui s'effondrent, ou est-ce qu'on fait un paquet avec juste le loup et puis on avance? C'est plutôt la solution loup et puis on avance qui a été privilégiée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réouvrir, mais je le signale, puisqu'en termes de dynamique de négociation, ça compte par rapport à ce qu'on peut faire dans les mois qui viennent. Sur le silure. Alors, sur le silure, moi, j'ai un constat un peu malheureux, c'est que on considère que l'impact sur les lamproies, les aloses, qui sont très menacés aujourd'hui, est malheureusement avéré. Plus de 80% des lamproies seraient prédatées par le silure sur les axes majeurs de prédation. Plus de 80%, vous m'accorderez que c'est quand même une forme de pression importante. Et donc, il va falloir trouver là aussi, basé sur la science, en concertation et de manière pragmatique, des solutions. Je partage avec vous que sortir de l'eau un silure d'une centaine de kilos et le laisser sur le bord de la berge, ça ne va pas être faisable. Il va falloir trouver des manières. Alors, je vais vous faire un clin d'œil parce que lorsque j'étais à l'UNOC, Olivier Rollinger avait organisé un événement autour justement de comment on utilise des espèces qui ont tendance à être un peu plus présentes et comment on les cuisine. Et il avait cuisiné du silure. Ça, c'est intéressant parce que ça pourrait nous ouvrir des perspectives. Parce qu'effectivement, moi, les silures, je les ai plutôt sur les bras en ce moment et on ne sait pas très bien quoi en faire. Et en plus, comme toutes les grosses bêtes, elles ont tendance à concentrer aussi les pollutions qui sont présentes dans les cours d'eau, ce qui fait que ce ne sont pas forcément des animaux dont il est évident qu'on doit les remettre dans un circuit alimentaire. Voilà. Mais je fais aussi ce clin d'œil. Mon objectif, c'est quelle est la coexistence entre l'espèce prédatrice, la biodiversité aquatique et les activités humaines de pêche et de pisciculture. Et j'ai besoin de vos propositions sur cela, parce qu'on va devoir attaquer ce sujet malheureusement assez vite et probablement en regardant les outils juridiques qui sont à notre main. Pour le cormoran, les travaux se poursuivent. Un guide de bonne pratique est en cours de rédaction, ça c'est pour aller plus vite, pour que ce soit plus simple, pour qu'on se pose moins de questions. Une application dématérialisée est en cours de développement pour qu'on puisse faire remonter plus facilement les opérations de tir au préfet, que du coup la concaténation de ces opérations puisse être faite. Il y a un arrêté triennal fixant les plafonds de destruction en pisciculture est en cours de discussion. Troisième élément, plus globalement, comment on participe, comment vous pouvez nous aider à participer au bon état écologique des cours d'eau. C'est évidemment l'objet de la signature de l'accord cadre que nous allons faire à présent avec l'OFB.
Vous savez qu'elle va repréciser les liens qui unissent depuis 2012 la FNPF, l'OFB, les 6 agences de l'eau. Et je pense que c'est une étape très importante. Et je veux aussi renouveler mes remerciements aux fédérations locales, départementales et nationales de pêche qui ont été très en soutien du travail de l'Office français sur de biodiversité ces derniers mois et qui a rappelé systématiquement, à chaque fois que l'OFB faisait l'objet d'attaques, pourquoi c'était utile, pourquoi vous aviez besoin de cet organisme d'État. Et je pense que c'était très précieux aussi et très bien accueilli par les agents de l'OFB qui étaient heureux de sentir que leur travail était reconnu, leurs compétences et leur expertise étaient reconnues. Le deuxième enjeu qui est important, c'est toute la concertation qui est ouverte, consultation au niveau du public, sur la restauration de la nature. Vous savez que la Commission européenne, enfin, ce n'est pas la Commission européenne, c'est les 27 États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un règlement de restauration de la nature. Ça concerne donc la restauration des cours d'eau, ça concerne aussi tous les aspects terrestres et maritimes. C'est un gros morceau, puisque nous nous sommes fixés des objectifs 2030-2050. Mais c'est une façon positive et intéressante de se poser la question de l'amélioration de l'état écologique de nos cours d'eau. Et là aussi, je pense que vous devez être acteur de cette consultation. D'abord parce que vous êtes tout à fait légitime à organiser au niveau des fédérations et avec le grand public un bout de ces concertations. Et aussi parce que on attend vos propositions et que derrière cette restauration de la nature, il y a des financements, y compris des financements européens qui sont plus stables que les financements français. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous remercier pour le travail mené sur le terrain. On sait combien vos associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les fédérations départementales ont un rôle puissant au plus près des cours d'eau, au plus près des Françaises et des Français sur les territoires pour être à la fois des passeurs, je dirais, sur la question de la nature, mais également vous êtes acteurs. On sait combien votre action est indispensable pour le bon état écologique de nos cours d'eau. Et donc, vraiment, je compte sur vous et je le dis très clairement, moi, mon objectif, c'est de continuer à progresser dans cet esprit de co-construction. Et maintenant que j'ai un tout petit peu plus de temps avec l'UNOC, évidemment, j'adorerais avoir un secrétaire d'État ou un ministre délégué pour me décharger un petit peu de mon large portefeuille. Ce n'est pas le choix qui a été fait. J'espère en tout cas que ce n'était pas pour nous empêcher d'avancer sur l'écologie. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.